Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce soir. Bienvenue à cette grande maison qui est l'Institut des cultures d'Islam pour cette 5e édition des Veilles du Ramadan consacrée aux Islams. Le pluriel est de rigueur et peut-être tout à l'heure on dira un petit mot pourquoi cet institut a pris le pluriel, ou a pris plutôt, disons, cette définition de l'islam au pluriel. Cette année, en partenariat avec British Council, tout à l'heure on dira un petit mot sur ce partenariat, eh bien, un cycle de débat novateur qui a été mis en place depuis une semaine. Restons éveillés. On verra effectivement à cette heure-ci, on est encore éveillés. Est-ce que l'éveil, ça voudrait dire autre chose que tout simplement, disons, autre chose que de ne pas dormir? Est-ce que finalement le monde arabo-musulman aujourd'hui, parce que de celui-là dont il sera question, est-ce que l'islam, parce que c'est de celui-ci dont il sera question, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème, c'est une problématique, c'est une solution, c'est une perspective, c'est une crise, c'est une civilisation, c'est une identité? Tout cela sera donc porté par une thématique assez large, mais nous avons voulu qu'elle soit le plus large possible, car elle permet justement un débat entre mes invités que je vais tout de suite vous présenter. À ma droite, Catherine Féchy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes un peu la maîtresse de cérémonie, d'une certaine façon. Je vous laisse le mot. Écoutez, en tout cas, je vous convie, sans aucun problème, vous êtes directrice de Contrepoint, un think tank, c'est ça, on dit ça, un think tank de British Council, et vous êtes donc participative dans l'organisation de cette soirée. Tout à fait. Ce sont mes collègues du British Council Paris qui ont contribué à mettre en place cette soirée avec votre institut. Très bien. À côté de vous, Hakim El Karoui. Bonsoir. Vous êtes un peu le maître des lieux, puisque vous êtes le président de l'Institut des cultures d'Islam. Je rappelle que vous êtes essayiste, directeur chez Rothschild Company. Bon, c'est ça, c'est comme ça. On dit, et puis vous êtes fondateur des Young Mediterranean Leaders, fondateur du club du XXIe siècle. Bref, vous êtes un peu polyvalent. Engagé. Très engagé. Vos engagements, tout à l'heure, vous avez un petit peu d'apporter le sens de cet engagement. Marc Belaïch, vous êtes plutôt dans l'univers de la musique. Tout à l'heure, vous étiez pratiquement, je montrais les morts. Parce que nous avons écouté de la bonne musique. Vous êtes directeur général et fondateur de Mondomix. Abderrahmane Bouzid. Alors là, vous avez une posture assez intéressante, car vous dirigez chez le groupe Casino le nouveau concept de halal. Tout à l'heure, vous allez nous dire d'abord qu'est-ce que le halal, parce que c'est une vraie question. Et puis, quel est aujourd'hui le sens de cet engagement commercial, qui n'est pas seulement commercial, mais qui concerne évidemment, disons, les habitudes alimentaires d'une communauté musulmane qui aujourd'hui en achète à peu près à 5 à 6 millions en France. Raphaël Yogi. Bonsoir Raphaël, vous êtes quelque part à Aix-en-Provence, un très beau pays que nous aimons. Vous êtes à Sciences Po, vous dirigez l'Observatoire du fait religieux, et vous observez depuis quelques années quand même les mouvements dans tous les sens du terme de ce qu'est aujourd'hui le balbutiement du monde musulman et de l'islam, que ce soit en France ou ailleurs. Et puis Patrick Henny, bonsoir, vous êtes politologue suisse. C'était important de pouvoir préciser parce que vous étiez récemment au milieu du guet à propos de ce qu'on appelle l'affaire des Mularets. Vous êtes cherché de recherche à l'Institut Religieux Scope à Fribourg, collaborateur scientifique au groupe de recherche sur l'islam en Suisse, auteur de L'Islam en marche. Alors messieurs, nous allons d'abord commencer par, d'une certaine façon, débroussailler le terrain. Islam, Europe, mondialisation, c'est très large. Je commencerai d'abord par, peut-être comme ça par hasard, par Hakim El Karoui. Vous êtes essayiste, vous êtes banquier, vous êtes président de cette institution. Pour vous, en tant que président de l'Institut des cultures d'Islam, c'était important, dans ces veillées ramadaniennes qui prennent fin ce soir, puisque là, il était demain, c'était important de traiter des sujets aussi graves, à des moments parfois festifs comme ce soir? Bonsoir d'abord. Oui, c'était important pour une raison assez simple, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, soit en France, aux États-Unis, en Europe, dans la mondialisation, on voit que islam, Europe, mondialisation, c'est un conflit. Ça apparaît en tout cas comme un conflit. Aux États-Unis, on peut faire un projet de centre culturel islamique, qui n'est d'ailleurs pas forcément extrêmement différent de celui-là. Le président américain s'en mêle, le maire de New York s'en mêle, tout le monde s'en mêle. Il y a les pour, les contre, et on voit, c'est ça qui est intéressant, qu'il n'y a pas de rationalité. En Europe, depuis quelques mois, depuis quelques années, dès qu'on parle d'islam, en fait, on a des islamistes d'un côté, des islamophobes de l'autre. Et ce qui est, je crois, assez important, c'est de trouver une voie médiane.
Cette voie médiane, elle est intéressante, d'abord parce qu'elle est nécessaire, parce que si on ne la trouve pas, on va vraiment vers le conflit. Et ensuite, parce qu'en fait, elle est en train d'être inventée par tous ceux qui se disent musulmans, tous ceux qui font partie. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de communauté musulmane en France et en Europe. Je pense qu'il y a une composante musulmane de la population française. Eux, ils sont en train d'inventer quelque chose. Donc il faut les entendre, il faut voir comment ils font, il faut voir comment ils adaptent l'islam à la mondialisation, peut-être aussi voir comment la mondialisation s'adapte à l'islam, et surtout regarder comment on trace la voie à quelque chose de nouveau. Raphaël Lioger, alors, dans le prolongement de ce que vient de dire Hakim El Karoui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'islam est partout. D'ailleurs, il y a un pasteur qui s'apprête après-demain, le 11 septembre, à faire un autodafé, c'est-à-dire brûler le Coran sur la place publique, ça fait un événement. L'Afghanistan, c'est aussi l'autre versant de la réalité mondiale. La question du halal, le quick en France, c'est aussi une problématique. Bref, partout, on a l'impression, là on se réveille, là on lève les yeux, il y a de l'islam. Alors, cette mondialisation de la question islamique, elle, pour vous, elle signifie quoi? Elle signifie un vrai clash de civilisation, comme disait Eddington, ou bien il s'agit d'autre chose? Non, je crois que les anthropologues, la plupart des anthropologues, les collègues anthropologues ont montré que la guerre, le conflit, est premier, et même antérieur à l'idée de coexistence et de paix. Mais lorsque on est dans un système avec des frontières très bien définies, frontières de la cité, par exemple le grec, frontières de l'État-nation à une certaine période, ou frontières tribales dans un monde encore plus ancien, la guerre est un processus, le conflit est un processus par lequel on définit son identité. Elle ne se traduit pas forcément d'ailleurs. Elle est endémique, elle est presque passive, elle ne se traduit pas par l'action violente, forcément, mais elle permet de définir des frontières, non seulement géographiques, mais l'identité. Or, qu'est-ce que c'est que la mondialisation? La mondialisation, c'est un processus par lequel les frontières disparaissent, les frontières géographiques. Par conséquent, comment pouvons-nous définir notre identité aujourd'hui? Une technique pour définir l'identité, c'est que l'autre ennemi qui nous permettait de dire ce que nous sommes, que d'habitude nous visions à l'extérieur, aujourd'hui nous le visons à l'intérieur parce qu'il n'y a plus d'extérieur. La mondialisation, c'est qu'il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Du coup, on cherche l'autre ennemi à l'intérieur. Et du coup, on voit l'islam à un moment donné, pour un certain nombre de raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir, est devenu cet autre intérieur qui permet aujourd'hui, à la limite, quand il y a eu ce fameux débat sur l'identité nationale, quelque chose qui m'a fait assez rire, c'est que ce qui met en péril l'identité nationale française, c'est véritablement le processus de mondialisation lui-même. C'est le fait que, du point de vue du cinéma, la France représente beaucoup moins que ce qu'elle était jadis, du point de vue de l'art, du point de vue de toute une série de choses. Alors on cherche des ennemis de l'intérieur, alors qu'en réalité, c'est eux qui servent à définir notre identité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est par eux qu'on continuait à définir l'identité. C'est pas eux qui la mettaient en péril. Ce n'est pas eux qui la mettent en péril, mais il manquait plus que la Suisse. Il fut un temps, un écrivain suisse, qui s'appelle Jean Ziegler, avait écrit un livre qui s'appelle Une Suisse au-dessus de tout soupçon. Or, depuis quelques mois, c'est bien Jean Ziegler. Tout à fait. Bien, depuis quelques mois, la Suisse n'est plus, malheureusement, au-dessus de tout soupçon, car l'affaire des minarets a d'une certaine façon troublé le jeu. Alors, est-ce que c'est une menace pour l'identité suisse et musulmane, ou bien, comme disait à l'instant Raphaël Lioger, en fait, c'est une redéfinition des frontières de la nation suisse dont on ne sait pas exactement où commencent les contours. Alors, déjà, je pense que Jean Ziegler retrouve que la Suisse était déjà au-dessus de tout soupçon depuis bien longtemps, et avant le faire des minarets. Non, moi je pense qu'il y a plusieurs phénomènes à distinguer. Je ne veux pas me faire l'analyste des crises de l'identité suisse, je pense que je ne suis pas là pour ça. Dans la question de la globalisation par rapport à l'islam, moi je